Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie qui vous retrouve pour le Canada's podcast. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous regardent ou nous écoutent, le Canada's podcast est un réseau, dans le fond, d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. On est partout au Canada. J'ai la chance d'être hôte, donc, pour la province du Québec. Donc, je peux parler à différents entrepreneurs de tout milieu. Pour le Québec, il y a aussi des podcasts, donc, partout au Canada, si ça vous intéresse, sur le site du Canada's podcast. Aujourd'hui, ça sort un peu de ma zone de confort parce qu'on rencontre, en fait, Sébastien Anger, qui est entrepreneur, oui, mais qui se nomme aussi artiste designer de la biodiversité. Dans le fond, un agriculteur, si on veut, de chez Ferme de l'Odyssée. Donc, salut Sébastien, comment ça va? Allô Sylvie, ça va très bien. Je suis contente de te parler aujourd'hui. On va échanger des belles histoires. Mais oui, ça va me faire vraiment plaisir de te découvrir plus, surtout que, bon, les gens ne savent pas nécessairement quand ils nous écoutent, mais on a eu la chance de s'être parlé il y a quelques semaines. On avait fait une pré-entrevue. Une affaire que j'aimais, c'est que t'as l'air vraiment, tu sais, tu vas pas nous en parler aujourd'hui, mais très réfléchi, t'es dans l'analyse énormément. Je pense que t'es un gars très analytique. C'est le fun parce que je pense que ça l'enlève certains, peut-être, clichés. Je sais pas moi, tu sais, l'agriculteur qui se casse pas trop la tête puis qui va au gré du vent. Pas mon cas. Hein? Je dirais, oui, c'est vraiment pas mon cas. C'est Mais ça, c'est pas juste vraiment pas. réfléchi, c'est très ressenti aussi également. Très OK. ressenti. C'est pas juste les deux. Ben, c'est ça, mais je veux qu'on commence par ça parce que quand tu dis artiste designer, ça doit être dans ce côté-là aussi. Pourquoi tu utilises ce terme-là pour te décrire? Moi, un artiste, c'est quelqu'un qui veut faire une création du sens à plus grand que soi. OK? Puis, tu sais, si on remonte à mon début de ma carrière en agriculture, j'ai toujours voulu contribuer ou inspirer les agriculteurs à faire des changements de pratiques agronomiques, de soutenir une évolution, d'amener de pratiquer une agriculture plus saine pour l'environnement principalement. Okay? Ouais. C'est pour la santé également. Puis pour moi, c'est l'artiste. C'est moi, ça m'a pris genre 40 ans comprendre et accepter que j'étais un artiste designer de la biodiversité, où ce que je fais de certains choix, où je favorise des abeilles, où je favorise des vers de terre, tu sais, ainsi de suite. Puis je joue, tu sais, je te dirais, avec l'expérience, j'ai peut-être compris, j'ai une plus grande habileté à maîtriser de la complexité, parce que je pense que l'agriculture, c'est un domaine qui est profondément complexe. Profondément complexe. Ouais. Mais comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu viens d'une famille d'agriculteurs? Parle-nous donc un peu de qu'est-ce qui t'a amené là, à avoir la ferme aujourd'hui, Ferme de l'Odyssée. J'ai un parcours un peu atypique, tu sais, où ce que la ferme que j'ai, ce n'est pas la ferme familiale. Okay? Okay. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, encore mon père était en construction, puis ma mère était technicienne de laboratoire, tu sais. Okay. Mais il y avait parti un projet commun d'une érablière de 14 000 hectares dans le coin de Somme du Québec. Okay? Okay. Fait que, tu sais, toute l'aspect, c'est la sériculture, OK? Puis j'ai toujours travaillé sur des fermes, là, pas loin, tu sais. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre d'agriculture. Puis là, la vie m'a amené à m'inscrire au cégep à Victoriaville, faire un DEC en agriculture biologique. Après ça, j'ai travaillé sur des fermes bio à ce moment-là, les fermes laitières. La deuxième ferme de stage, c'est la ferme que j'ai actuellement. Okay? Ah, ouais. OK. Okay. Puis après ça, je travaillais en Europe. Après ça, je suis revenu. Là, j'ai travaillé dans l'Ouest canadien. Après ça, la piqûre, j'ai dit, je vais aller plus loin. Je suis allé faire un bac en agronomie à l'Université Laval. OK. Après ça, j'ai fait différentes expériences. J'ai fait de l'inspecteur de la certification bio. J'ai travaillé sur des fermes depuis en Lac-Saint-Jean, au niveau de la grande culture production. Après ça, j'ai travaillé comme agronome consultant pour une 30-40 agriculteurs pour les soutenir dans leur mise en œuvre des pratiques agronomiques en bio principalement au Québec. Fait que, je me suis comme taillé une place comme expert en agriculture biologique pendant des années. Mm-hmm. Puis après ça aussi, je me suis monté un projet où j'avais cogné à la porte de Radio-Canada. Mais mon projet entrepreneurial, c'est que j'ai cogné à la porte de Radio-Canada. Puis j'ai dit, moi, je vais faire un reportage pour vous. Tu sais? OK. Puis je voulais aller en Asie à ce moment-là. Puis là, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu connais pas ça, la caméra? Mais je vais l'apprendre. Fait que j'ai acheté une caméra, puis je suis parti en Nouvelle-Zélande, Australie, Philippines, Thaïlande, puis en Inde. Wow. Finalement, j'ai fait 2 reportages en Inde.
un sur le bandana Shiva, entre T'as autres. la semaine verte, ça, hein? Je pense, tes reportages. En 2000, ça a passé des années en 2005. OK, quand même, c'est hot. T'avais quel âge à ce moment-là quand t'es parti comme ça faire des reportages? 25 ans, à peu près 26 ans, OK. ça m'a permis de me découvrir. Puis, tu sais, pour moi, Ouais. d'aller à l'extérieur, ça me permet d'aller explorer différents contextes sociaux, économiques, climats, la réalité des agriculteurs, d'aller me mouiller, d'ouvrir mes horizons à la vie un peu, là, tu sais. Puis, je suis revenu de ce voyage-là et là, je suis tombé amoureux de la mère de mes filles, qui était la fille à mon ancien maître de stage. Et après ça, la vie, c'est... Bon, Guylaine est tombée rapidement enceinte, mais aussi également, on a eu l'opportunité d'acheter la ferme. OK. OK? Mais là, attends, puis là, je reviens, parce que là, tu disais que ton père avait une ferme, mais c'était pas justement la ferme familiale. C'est une érablière. À Réablière, ouais, c'est ça. Puis ça te tentait pas de t'en aller là-dedans? Est-ce que ton père, il exploite encore aujourd'hui ou... Non, mon père est décédé il y a 2 ans. Tu sais, on va en l'érablière, mais ça reste que, tu sais, là, oui, ça m'intéressait, mais c'était pas ma plus grande passion. Ma plus grande passion, c'est toujours été la santé des sols. Ça, c'est tout le temps mon big why. Moi, là, tu sais, là, c'est comme trouver le sol, là, le plus beau possible. J'ai toujours eu une grande, profonde admiration envers cultiver cet amour-là, on va dire ça, là. Puis, tu sais, ça m'a toujours aimé. Fait que, tu sais, puis comment l'intégrer dans les productions de culture annuelles, ça m'a toujours passionné. Ouais. Fait que, bref, c'est ça qui m'animait. Puis là, on a eu la chance en 2007 d'acheter la ferme. Okay? Fait qu'on s'est lancé dans le vide, moi puis Guylaine, dans ce moment, la mère de mes filles, Guylaine Bouchelli. La mère de mes filles, à se lancer, on a co-construit l'entreprise Les Viandes Rentables, okay? Qui est encore existante aujourd'hui, qui est une entreprise dans la production de viande biologique et charcuterie. OK. Fait qu'on s'était, je te dirais, Viande Rentable, pour moi, ça a été mon école entrepreneuriale numéro 1. Okay? Et puis ça, est-ce que c'est à Sainte-Monique de Nicolet, cette entreprise-là? Au départ, c'était la ferme et l'usine de transformation. Okay? OK. En 2016, tu sais, on s'est séparés. Okay? La vie de couple en affaires, je vais faire un résumé, c'est deux personnes en ski qui descendent en ski sur les mêmes skis. Okay? Il y en a un qui est de dos, un qui est de face, un qui porte la vision, l'autre qui porte l'équilibre. Okay? Puis des fois, ça vient de bord, tu sais, puis des fois, les terrains sont plus abrupts, puis c'est impossible de faire une descente sans chute. OK? Ouais. Ça résume, puis je pense qu'on a chuté souvent. Mm-hmm. Ouais. On a chuté souvent, bref. Puis la vie a pris 2 directions, parce qu'en 2016, j'ai vendu la portion mise en marché et production. C'était logique, c'est Guylaine qui avait les talents de mise en marché. Elle avait un deck en mise en marché. Fait elle, puis c'est une femme de business to consumer. Fait que c'est elle qui est portée, elle apporte ces talents-là. Mm-hmm. C'est la logique qu'elle, c'est elle qui prend le futur à ce moment-là de l'entreprise. L'entreprise existe encore, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, j'avais plus le talent de la production, toute la production au niveau des champs, tu sais. Ouais. C'est vraiment là, l'entreprise. Pour moi, c'est quand même une fierté d'avoir co-construit ça avec elle, parce que quand je l'ai vendu, on était rendu à 3 millions de chiffres d'affaires, 15 employés. Et quand même. Ouais. On est parti ça de zéro, là, dans des conditions très difficiles. Wow. Tu sais. Fait que ça a été comme vraiment une école là, beaucoup d'apprentissage. Okay? Ouais. Puis c'est ça. Puis en 2016, mais la vie m'a emmené à vivre d'autres choses. Je me suis lancé complètement dans le vide. Okay? Parce que comme entrepreneur, j'avais tout à me reconstruire au complet en achetant la ferme. C'est sûr qu'en achetant la ferme, j'achetais du tangible, mais j'achetais beaucoup de dettes aussi à travers ça. Okay? C'est le métier d'un agriculteur, moi j'appelle ça, c'est être dans un club de millionnaires cassés. Pourquoi t'appelles ça comme ça? C'est parce que nos actifs, okay, valent des millions de dollars. Okay? Je comprends. Ouais. La rentabilité qu'on dégage annuellement, elle est très, très, très faible. Okay? Ouais. Et le potentiel d'en tirer une rentabilité est aussi, OK? Parce que c'est pas un procédé. Quand tu fais une chaîne de montage d'une usine, tu peux modifier, mettre de la technologie, puis tu peux moduler
ton processus, OK, quand même assez rapidement, OK? Le processus, là, c'est pas moi qui le mène, tu sais, là, comment il va tomber d'eau, puis comment il va faire chaud, puis, tu sais, puis si je manque mon coup la journée, le mois de juin, là, mais je vais recommencer, mais l'année prochaine. Okay? Ouais. OK? Fait que c'est des cycles itératifs longs Ouais. quand tu veux modéliser des processus, puis c'est ça, c'est pas toi qui décides. Fait que, tu sais, c'est. Ouais, c'est clair, mais ça doit tellement pas être évident, fait que t'as quand même t'as clairement une bonne tolérance au risque, justement, par rapport à ça, là, d'être capable de, tu sais, comme tu dis, parce que t'as pas juste le risque d'être entrepreneur qui est déjà un grand risque, là, on s'entend. T'as le risque que ton entreprise dépend pas juste de toi, de tes actions, va dépendre de plein de forces extérieures. Ça doit pas être évident, là, me semble. Non, mais c'est faut comprendre comment que le vivant fonctionne. OK? Ouais. Puis l'important, c'est de pas mettre trop de pression dessus. Comme n'importe quel entrepreneur, trop mettre de pression sur ses employés, trop mettre de pression, tu comprends? Moi, j'appelle ça le plus dur, c'est d'habiter au pays des ajustés. Ouais. Mais c'est pas tout le temps évident, parce que c'est vrai que l'humain aime quand même contrôler, aime avoir un certain contrôle, un certain pouvoir. Fait que c'est là, comme tu dis, de mettre la main mise un peu, ça doit quand même pas être évident tout le temps. Ça marche de la même façon avec la nature. Il faut être capable de faire des bons choix au bon moment, tu sais, puis de respecter le pouvoir du ver de terre, le pouvoir de la plante, tu sais. Ouais. Et pas aller au-delà de qu'est-ce qu'il faut communiquer. Avant qu'on continue un peu plus loin dans ta philosophie là, par rapport à l'agriculture et tout, tu sais, ça m'a parlé beaucoup quand tu as dit que tu étais un passionné de la santé des sols. Honnêtement, c'est comme la première fois que j'entends ça dans ma vie. Mais je me demande qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à être autant, tu sais, animé par ça? Quand tu étais jeune, t'étais-tu très... je sais pas, moi, tu t'amusais avec des vers de terre puis la nature t'a super pas nécessairement, mais moi, c'est le côté relationnel, OK? C'est un entrepreneur, c'est relationnel, tu sais. Ouais. Tu sais, puis moi, c'est le côté relation, puis moi, c'est quand tu te mets à avoir des connaissances sur les sols, tu te rends compte que c'est un monde infini de complexité et de découverte, tu sais. Et puis c'est de l'interaction, une action va venir bonifier ça, et ainsi de suite, OK? Puis, tu sais, je sais pas, c'est ça, c'est une émotion, je sais pas, c'est vraiment. Tu sais pas ça part de où, là, pour répondre à ma question, tu sais pas ça part de où? Ça part d'un désir intérieur je sais pas, j'ai une admiration à voir l'évolution, parce qu'un sol en santé, là, c'est incroyable les belles plantes que tu peux faire pousser avec un sol en santé. OK? Fait que, tu sais, je sais pas, c'est dur à décrire, je sais pas, c'est un ressenti profond à l'intérieur de soi, là, je sais pas. C'est bon. Mijote là-dessus, parce que c'est quand même fascinant, là. C'est rare qu'on rencontre des gens, il me semble, qui ont cette passion-là, là. Donc, en tout cas, mais comment tu l'as mis, donc, ta passion, tu l'as dit, pour l'environnement, pour la biodiversité, comment tu as mis ça en œuvre, justement, toi, chez Ferme de l'Odyssée? Ben, tu sais, au début, c'était dans l'interne, mais au début, tu sais, les premières années, j'ai fait de la culture sur Bion, j'ai travaillé dans la régie biologique dans ce moment-là. Tu sais, où je travaillais beaucoup avec des cultures de couverture, OK? C'est-à-dire des cultures de couverture dans notre jargon, c'est des cultures, OK, qu'on sème, qu'on vient intégrer dans notre espace-temps, que j'appelle, OK? Dans chaque agriculteur, on a comme un portefeuille d'espace-temps. On a pour des cultures à revenus, mais les couverts végétaux, c'est des cultures qu'on va venir intégrer, OK, pour venir nourrir les besoins du sol. OK. OK? Entre autres. Puis par conséquent, ben par la suite, c'est plus ton sol est en santé, plus son besoin est répondu, ben il va te redonner en moins de dépenses d'engrais ou moins de problématiques de champignons, de maladies ou moins de problématiques d'insectes, OK? C'est un peu ça quand je dis jouer avec la biodiversité, c'est un peu ça, tu sais. J'ai toujours travaillé à intégrer souvent, dans le monde agricole, on raisonne dans une logique mono-espèce. On cultive un maïs dans cet espace-temps, un soya, tu comprends? J'ai toujours travaillé à intégrer 2 cultures, 3 cultures en même temps. Il y en a qui c'était pour le sol, puis il y en a qui c'était pour moi. OK? J'ai toujours travaillé avec cette complexité-là. Là, tu produis, je pense que c'est dans les graines de citrouille, principalement. C'est ça ton marché actuel?
Exact. Tu sais, en fait, si je reviens à ce projet-là, Ouais. pour moi, c'est mon principal projet là, qui est vraiment passionnant. C'est que moi, comme entrepreneur, tu sais, j'avais à me reconstruire après Ben la oui. vente pétrole. Là, j'ai vécu des moments très difficiles financièrement. Il fallait que je me retrouve vraiment, je me reconstruise. Mhm. Tu sais, comme agriculteur, tu sais, on doit relever trois gros enjeux. Les enjeux agronomiques, les enjeux de transformation, de conditionnement et les enjeux de mise en marché. OK? Puis c'est la somme de ces trois processus-là qui te donne souvent ta rentabilité nette. OK? Fait que quand tu mesures ça, puis là, tu sais, puis là, j'essayais de répondre, qu'est-ce que je peux produire, comment je peux me différencier puis créer de la valeur sur mon entreprise, OK? Puis j'essayais de répondre à un besoin inattendu. OK? Puis là, j'ai vu la graine de citrouille est apparue à moi, tu sais, de cette façon, tu sais, là, elle se faisait pas en Amérique du Nord. OK? Puis je me suis dit, pourquoi? Bon, enjeu agronomique très, très élevé. OK. Enjeu de transformation, conditionnement aussi élevé. Mm. Puis enjeu de mise en marché. Mais la mise en marché était présente, il y avait déjà des besoins, mais ça prend les relations. Puis, par chance, je connaissais déjà Marie-Josée Richer de Prana, OK? Qui est assez connue au Québec, là, Ouais. de la du Canada, qui est une belle entreprise avec son conjoint Alan. Mhm. La chance que j'ai connue, que quand j'ai commencé Rintal en 2007, c'était ma voisine de Kia, sa rue Dollard à Montréal, à Outremont. Okay? Moi, je vendais des saucisses, puis elle vendait des sacs de noix en carton. Okay? On se retrouve à peu près 10-15 ans Ouais. après, avec plus de bagages entrepreneurial, puis on se retrouvait entre les deux avec des graines de citrouille. En guillemets, ce qu'on avait acheté. Mais elle, à ce moment-là, avec Prana, elle en vendait déjà, elle, ou On c'était en vendait déjà. Elle en vendait déjà. Puis là, ça, Marie-Josée, qu'on fasse un projet local, production de graines de citrouille, OK, en bio et régénératif, OK? Moi, j'avais déjà à ce moment-là la vision du régénératif que j'ai partagé, tu sais. Fait que, tu sais, puis elle a dit, je sais pas si on va réussir, OK? Mais moi, j'ai le feeling oui, OK? Fait que j'ai dit, go. Fait que, puis Marie-Josée, c'est vraiment importante dans mon histoire entrepreneuriale parce que c'est elle qui a cru en moi parce que j'étais vraiment dans une zone de vulnérabilité incroyable, tu sais. Puis, elle est venue jouer le rôle un peu ce que Guylaine venait jouer dans ma vulnérabilité. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très, très fort dans la relation business to consumer. Tu sais, il faut habiter au pays des ajustés, comme je vous disais, tu sais. Je comprends les enjeux, je comprends que c'est important, mais je suis pas quelqu'un qui a ce niveau de talent-là. Je suis plus quelqu'un de business to business. Fait que, tu sais, puis Marie-Josée, mais c'est une master du business to consumer. Fait que, tu sais, j'ai dit, je vais faire équipe avec elle. Puis elle nous donnait la sécurité si je me lançais dans les deux autres enjeux, il y a une sécurité de vendre mon produit. Fait que pourquoi que la graine de citrouille, tu sais, je me suis lancé là-dedans aussi, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Bon, je relevais un enjeu de production locale. OK? OK. Deuxième élément, c'est que pour découvrir une recette agronomique régénérative, OK, ça prend à peu près 5 à 10 ans par expérience. OK? C'était une des seules recettes qui avait déjà cette historique de validation-là. Quand même. Okay? Mais quand tu parles de régénérative, là, pour les gens comme moi, là, c'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi, dans le fond, les qui est en train de se définir en ce moment. Tu sais, le régénératif, c'est un mouvement de l'agriculture qui est en croissance, OK? OK. Qui se construit dans le focus de augmenter la biodiversité, OK? Puis moi, je le concrétise dans de différentes pratiques. C'est qu'on minimum de travail de sol, augmentation de la biodiversité végétale ou de la biodiversité totale aussi. On respecte beaucoup plus le cycle du carbone naturel des sols, OK? Et on augmente le niveau des cycles de l'eau, là, vraiment la résilience, une meilleure utilisation. OK? Okay. Plus, le dernier principe, c'est de rajouter des animaux dans des prêts. En fait, c'est se rapprocher le plus possible de comment que la nature fonctionne. Ouais, c'est ça, de l'état naturel, finalement, le moins d'impact humain. Je comprends. Puis, un des enjeux, c'est comment le définir, comment qu'on le définit. Okay? C'est profondément complexe, tu sais. Puis, je te dirais, on va mesurer des vers de terre qu'on ajoute, on va mesurer des abeilles qu'on ajoute, on va mesurer du carbone qu'on ajoute, en fait. C'est un travail de moine. T'as pas pensé à être moine? C'est un gros défi, là. Moi, je m'en vais donner justement des conférences en Europe à ce niveau-là dans les prochains jours. T'sais.
Mais tu sais, ça reste que c'est d'être... Puis je dirais, la façon de le décrire aussi, OK? Pour que les gens comprennent, c'est, tu sais, en agriculture, c'est une relation, je donne à la nature, je prends avec la Ouais. nature. OK? On est... puis pour moi, c'est d'habiter justement au pays des agités, c'est de donner juste, prendre juste. Puis si je le prends je fais un parallèle d'évolution en agriculture, en général, tu sais, on est parti d'un modèle, là, je fais une image noir et blanc au début pour expliquer. Je prends beaucoup, je mets beaucoup de pesticides, des engrais, ça marche, je ne pose pas de questions. OK, ça, c'est le modèle, je prends beaucoup, on le connaît, OK? Ouais. OK? Le bio, il est né, l'agriculture biologique est né en reflet des excès de ce modèle-là. Et ce qu'on mesure, ce qu'on enlève, c'est-à-dire on s'est restreint des pesticides, des engrais, OK? Ouais. De nécessairement augmenter la portion je donne à la nature. Mm-hmm. Okay? Ouais. Cette portion-là, elle est bonne, il faut la garder, elle est vraiment riche, puis ça a amené des agriculteurs à se mobiliser, à échanger entre autres. Ça c'est une des richesses que l'agriculture biologique apporte. Okay? Mm-hmm. Toutefois, en ce moment, la portion prendre en bio est très coûteuse, OK? En énergie, c'est OK? Le régénératif, ce qui amène, c'est est-ce que je peux donner juste à la nature et prendre juste? Tout en réussissant à vivre. Tu sais, comme producteur, comme agriculteur, parce que, tu sais, c'est beau tout ça, mais il faut que tu vives, il faut que tu rentabilises aussi ton entreprise. Puis se rapprocher de la nature, OK? Puis un des enjeux de l'agriculture régénérative, c'est justement, avec la pression financière qu'on a, on a toujours tendance à vouloir tout le temps prendre. Mm-hmm. Ouais. Puis être capable de prendre 80%, puis garder 20% qu'on n'a pas pris, mais qu'on a donné à la nature, OK? Mm-hmm. Puis de dire, ben, ce 20% là que je n'ai pas pris, mais il va me permettre d'avoir des problèmes de ne pas avoir de problème. Ouais, non, je comprends. Une vision plus long terme aussi. Plus long terme, tu sais, mais tu sais, d'aller mesurer des problèmes qu'on n'aura pas, là, c'est vraiment un enjeu. Ah non, c'est clair. Hey, le temps file. Fait que là, je veux savoir un peu de ta situation actuelle. Donc là, tu sais, parce que là, tu as parlé de ta rencontre que tu as fait. Tu as décidé de te lancer là-dedans, mais là, t'en es où actuellement? Là, c'est ça, mais là, c'est mon projet de graines de citrouille. On vient au citrouille dans lequel j'ai fait un petit détour dans l'agriculture régénérative, mais là, je suis vraiment en ce moment à plein dans la création, parce que je focus à créer une filière de production de graines de citrouille au Québec. Okay? Et en agriculture régénérative. Ouais. Okay? Mais là, c'est en vente déjà. Là. Il y en a en vente partout ou tu es encore dans le processus? Pour moi, c'est principalement commercialisé avec Prana. Prana, OK. Principalement, c'est avec elle que j'ai un commitment d'affaires. Fait que c'est elle. Je comprends. Fait que là, pour si on veut goûter les graines de citrouille, c'est avec les local. C'est le produit local dans tous les géométros du Québec. On peut. Mais cette année, on a fait un choix d'enlever le cadre rigide, de sortir de la certification biologique parce que le niveau de faisabilité était tellement difficile. Okay? On a essayé. On a vraiment essayé. Là. La première année, on était chanceux. La deuxième année, on était moins. Okay? Puis là, c'est vraiment... Je suis encore dans un... J'utilise vraiment pour imaginer ce que je me suis rendu. Là. Un de mes outils importants, là, c'est le Business Model Portfolio. Okay? Qui est un outil de tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Là, ça a changé ma vie. Okay? Acheter le livre Invincible Company. Là. Okay. C'est vraiment riche. Là. Ça permet de mapper l'évolution d'un modèle d'affaires, puis être capable en fonction des étapes que tu es rendu, il y a des séries d'outils pour venir donner des indicateurs de mesure. Okay? Mm-hmm. À quel niveau faut que tu scales ou tu fais tes bouchées de croissance. OK? OK. Fait que, moi, c'est avec ça que je suis rendu. Puis là, je suis à l'étape 3 où je suis en train de valider mon modèle. Cette année, on a fait un pivot. On fait un pivot. Là, on va 100% régénératif. OK? Parce que si maintenant on a investir dans un plan de transformation de conditionnement de graines de citrouille, mais ça faut que j'aie une certaine assurabilité d'avoir un volume minimal pour assurer la rentabilité de ça. Fait que pour ça, mais il faut que j'aie un processus lean à niveau agronomique. Okay? Mm-hmm. C'est le régénératif qui va principalement me le donner. Okay? Okay. Puis on est en train aussi de mapper. On a un projet où on va venir mapper la valeur en séquestration de carbone ou en diminution de CO2 de cette pratique agronomique-là qui est vraiment pour moi game changer. Okay? Fait que ça, c'est pour venir
Parce qu'on est dans ce processus-là. Là. Vraiment, là, on a encore un tour de piste de saison à faire pour valider le modèle avant de dire go, on y va, puis Mm-hmm. OK. on grossit. Mais Mais quand même, je te lève mon chapeau par rapport à ça parce qu'on s'entend que ça fait quand même, tu parlais là, de la vente, la séparation au niveau de la firme, on parle d'autour de 2016. On est quand même rendu on vient de débuter 2023. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai commencé en intro aussi en disant, tu sais, je te sens très analytique, très... t'es quelqu'un qui veut bien faire les choses, je pense, puis qui prend le temps de bien faire les choses, puis ça va un peu avec l'agriculture, probablement, là, mais... Si vous parliez à la mère de mes enfants, elle dirait qu'autrement, je suis un homme hyper impulsif. Okay? Ah ouais! OK. Ça paraît pas. Non, mais c'est que quand tu frappes des moments difficiles, tu vas plus à l'intérieur de toi, puis tu prends plus de temps de réfléchir, tu sais. Puis je pense comme entrepreneur, de prendre le temps de mesurer les choses, de prendre les choix que tu fais pas sont aussi importants que les choix que tu fais. Ouais, vraiment. Mais c'est un beau modèle, pareil, parce que souvent, c'est ça qu'on entend des entrepreneurs qui vont pas prendre le temps tout le temps. Tu sais, mais on en parlait avant l'enregistrement, par exemple, on parlait de la notion d'intuition. Puis tu sais, là, tu viens de me parler d'impulsivité aussi. Comment tu arrives à faire un équilibre entre j'écoute mon intuition, mais en même temps, je prends le temps d'agir? Ben, je vais vous donner un petit cue, là. L'homme impulsif, c'était un homme ultra insécure, qui avait peur de réussir. OK? Puis quand tu frappes des moments, c'est comme des moments difficiles, ça m'a amené, tu sais, que je frappais des moments vraiment difficiles, parce que je dis tout le temps que je suis comme devenu à l'image du penseur de Rodin, tu viens tout nu, t'es sensible, OK? Puis tu deviens curieux la vérité, là, tu sais, t'es immobile, là, tu sais. C'est là que tu découvres un peu plus les richesses que tu portes tes failles, tes richesses et tout, OK? Fait que, tu sais, c'est là que tu deviens plus, je pense, posé, je pense, puis tu vas à l'intérieur de soi, OK? Puis tu t'écoutes ta petite voix intérieure, tu sais, parce que l'intuition connaît le résultat, le temps n'est pas une dimension. Ça vient pas de moi, là. Je sais des plus grands que moi qui me l'ont enseigné, là, tu sais. Fait que, tu sais, Mais non, mais c'est vraiment vrai, en plus, c'est très beau. Puis je pense qu'un entrepreneur, tu sais, une fois j'écoutais Marc Dutil, puis il disait, c'est une prise de qui tu es dans le respect. Ça, pour moi, je trouve que ça définit bien un entrepreneur. Tu sais. Puis un autre élément qui définit l'entrepreneur, c'est la notion d'empathie. D'empathie, c'est-à-dire de mesurer les besoins de tes clients, mesurer le besoin de tes partenaires qui font équipe avec toi, mesurer d'être empathique envers tes fournisseurs, tu comprends? Tu sais, d'empathie. Puis trouver ta place dans ça. Puis diriger comme on s'en va là. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent s'ils n'ont pas beaucoup d'empathie. Ça marche un bout, là, mais il y a un bout, ça va grincher si tu n'as pas beaucoup d'empathie. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est le muscle que j'essaie de m'entraîner au quotidien. Je suis encore à des moments encore conscient et compétent, mais je tends vers la conscience et compétence de cette dimension-là. Ouais. Puis, au niveau de la ferme, là, est-ce que tu as des employés avec toi? Justement, tu parlais de partenaires. As-tu des employés ou c'est vraiment tous des... Je suis tombé de 15 à 1. OK. Ouais. Puis ça m'a fait mal en tabarouette. Sûrement, c'est... Ouais, ça, c'est un élément dans ma vie qui m'a... Tu sais, c'est quand t'es dans l'eau que tu réalises qu'il y a de l'air, c'est important dans ta vie. Là. Tu sais? Ben moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'avec un employé, là, tu sais, je trouvais ça dur. En fait, je trouvais que pour moi, ça me permet de mesurer à quel niveau c'était important d'être en équipe. Je porte peut-être le talent d'être un visionnaire ou de défricher des terrains inconnus. Tu sais, je porte cette force-là. Mais il y a des zones que je suis pas bon, là, mais vraiment, tu sais, j'ai des grandes lacunes, tu sais. Fait que c'est là, pour moi, ça m'a permis de mesurer l'importance de travailler en équipe. Puis le projet de graines de citron, en passant, je l'ai fait avec d'autres agriculteurs aussi. OK. Je suis pas le seul. Il y a d'autres agriculteurs qui ont eu du commitment puis qui ont pris du risque avec moi. Puis ça, je suis profondément reconnaissant envers eux. Tu as aussi un besoin de transmettre tes messages parce que, tu sais, je veux dire, quand tu es allé, là, quand tu as fait tes reportages à la Semaine verte, tu as quand même
t'as eu ce besoin-là quand même de t'exprimer, faire connaître des choses au public. Et là, tu me parlais aussi, juste avant qu'on rentre en enregistrement, que là, t'allais en Europe donner une conférence. Fait que c'est quoi, en dedans de toi, t'as cette étincelle-là aussi c'est Hey, quoi ça vient aussi à moi. Tu sais, je pense que pendant des années de temps, je recherchais une reconnaissance. Mm-hmm. Là, ce que peut-être je force pas, elle vient à moi tout seul. OK? Okay. J'ai tout le temps quelqu'un qui, je pense, qui a aimé partager mes réflexions parce que ça me nourrit. Parce que, tu sais, comme là, je m'en vais, ça me challenge quand même beaucoup en ce moment-ci, là, parce que je m'en vais en Europe, justement, donner une conférence devant 500 agriculteurs bio, raconter l'histoire d'un gars qui a décidé de quitter cette année, qui était pour moi une grosse épreuve. Okay? Ouais. Ça me demande beaucoup d'humilité. Ouais. Le souris, là, mais pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais c'est pas par manque d'empathie, mais j'ai plus pensé dans ma tête, devant des Européens, on connaît les Français râleurs, là, tu vas aller. Non, c'est un bon défi, mais c'est un bon défi. Je le vis comme une épreuve personnelle. OK? Parce que, tu sais, je vais aller me partager de l'histoire émotionnelle d'un humain qui a tellement voulu changer les choses, tu sais, puis qui a frappé des murs, mais qui se reconstruit aussi. Tu sais. Fait que, puis comment il voit l'avenir aussi également. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça va m'inspirer. Mais je m'en vais, tu sais, je m'en vais pas là dans l'intention d'évangéliser des gens, je m'en vais dans l'intention de raconter mon histoire. Point, c'est tout. Okay. Puis ceux que ça feront sens, ça feront sens. Puis ceux que ça les dérange, mais ça m'appartient peut-être pas. Tu sais, c'est à eux de prendre ce qu'ils voudront. Tu sais. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça me nourrit. Les gens qui me nourrissent dans les réflexions, ils vont sûrement m'apporter des angles morts, mais voir des aspects que j'ai pas vus, que j'ai pas réfléchi. Puis ça va m'amener plus loin. Je suis ouvert dans ces dimensions-là. Tu sais, je te dirais que, tu sais, j'ai consulté beaucoup, j'ai fait partie des groupements des chefs d'entreprise quand j'étais avec Rintal, ça m'a beaucoup aidé, tu sais. Puis, tu sais, dans ça, j'ai rencontré des gens qui m'ont enseigné les 4 ingrédients de l'évolution. OK. OK? C'est la détermination, d'être vrai, collé au réel, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Le 3e, c'est l'humilité. Puis le 4e, c'est l'ouverture. OK? Ah, c'est bon. Ces 4 ingrédients-là, puis j'essaie de les cultiver au quotidien. C'est pas toujours facile, OK? Mais c'est rendu une boussole pour moi. OK? C'est-à-dire que quand la vie, je frappe un obstacle, OK? Puis l'obstacle, j'essaie d'identifier est-ce que ça me demande de la détermination, de l'humilité, des vrais ou de l'ouverture. OK? Puis quand ça me demande un des 4, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Ouais. OK? Ça me donne, tu comprends? Ça me donne. Ben ouais, c'est pas une perte de temps de confronter ce défi-là, puis tu sais que ça va t'apporter quelque chose. C'est une boussole. Pour moi, c'est une boussole. Ouais. C'est toujours confortable, là, on s'entend, tu sais, mais c'est ça que j'essaie de voir les choses. Oui, ben, crime très intéressant. Je te souhaite bonne chance dans ta présentation en Europe. J'espère que ça va t'amener plein de belles réflexions, justement. Pour te suivre, là, pour ceux qui nous écoutent et sont vraiment intéressés par tes réflexions, parce que tu as l'air d'avoir vraiment beaucoup de réflexions hyper intéressantes pour te suivre sur les produits que tu vends. C'est quoi les meilleures façons de te suivre, te joindre? Ben, je fais quelques posts Instagram, des fois. Je pense que via la ferme de l'Odyssée, mon site web, il y a moyen de me rejoindre à ce niveau-là. Tu sais, il y a des choses qui vont bouger les prochaines années. Là. Je pense que je suis en train de trouver des bonnes personnes pour m'entourer. Là. Tu sais, faire équipe, tu sais, vraiment. Là, il va prendre de l'ampleur. Ferme de l'Odyssée aussi, parce que Ferme de l'Odyssée, c'est le laboratoire de l'artiste. OK. Fait qu'on suit tes nouveautés sur ton site web par rapport à ça. Puis, je te dirais aussi, je pourrais me permettre là-dessus, ça fait aussi 5 ans que je travaille sur un projet de data en agriculture, OK, pour venir appuyer les agriculteurs dans la mise en œuvre, dans la validation de risques, des façons de faire de l'agriculture régénérative. OK. Et ce projet-là qui est en veille, tu sais, quand on ralentit, souvent quand on pense qu'il faut aller vite, moi j'ai appris à ralentir.
Ouais. Puis ça m'a permis de mesurer des choses là, vraiment intéressantes. C'est ça. C'est ça qui s'en vient peut-être pour OK. À suivre un autre projet qui va sortir. Oh, vraiment intéressant, honnêtement. Comment dire, je trouve que tu es différent de bien des entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Différent de moi aussi beaucoup, qui peut tout le temps aller vite, qui est tout le temps dans l'action. On dirait que ça va jamais assez vite à mon goût. Quand je vais être dans l'impatience, je vais penser à toi. Je vais me dire... Ah ouais, mais c'est tellement drôle parce que tu m'as reconnu il y a 10 ans, tu dis... Et puis, je reste quelqu'un de très en action, OK? Oui, mais ouais, je dis pas, ouais. Tu sais, puis je suis quelqu'un de très créatif, tu sais, très, très créatif. Un esprit très imaginatif, là, c'est pas toujours easy, là, de gérer ça au quotidien, là, tu sais. Puis mon plus gros enjeu, c'est le focus. Pour moi, c'est mon plus gros enjeu parce que, tu sais, je vois des opportunités tout partout. Okay. Puis je pense que d'apprendre à avoir pris le temps de ralentir, ça m'a appris de me connaître mieux puis d'accepter qui j'étais, OK? Puis quand tu connais qui tu es, mais tu sais où est-ce que tu es bon, tu sais ce que tu n'es pas bon, OK? Ouais. Quand tu vois des opportunités tout partout, tu es capable de dire, mais celle-là n'est pas pour moi, elle est pour nous. Ouais, de mieux sélectionner. Celle-là, ben, est intéressante, mais je vais faire équipe avec des personnes qui sont meilleures que moi, tu sais, pour Fait que, tu sais, je te dirais, il faut apprendre en premier tout à se connaître. Savoir aussi où qu'on porte nos forces, où qu'on porte nos failles un peu, tu sais, ça va ensemble. Puis c'est ça, prendre une prise de qui tu es dans le respect. Ouais. Bon, c'est un beau mot de la fin. Donc, merci pour ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast de ce jour. Si vous avez aimé ça, mais il y a plein de podcasts disponibles donc sur le site du Canada's Podcast. Je répète, mais aussi sur mon site internet vigiquebec.com. J'ai mis tous les podcasts que j'ai enregistrés. Donc, n'hésitez pas à aller écouter les autres. C'est des histoires, comme je disais, des humains tous différents les uns, les uns comme les autres, mais qu'on apprend toujours de chaque échange. Donc, merci de votre écoute. Merci, Sébastien, de ton ouverture, ta transparence. Je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, merci. C'est naturel pour moi. C'est un plaisir dans ça. Merci.